Alors, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à la maison. Je suis vraiment honoré d'être là aujourd'hui dans ce café scientifique. Ce sont des activités qui me tiennent à cœur puisque c'est non seulement une opportunité pour nous de parler de notre approche, aussi de certains de nos travaux, mais de manière plus importante, c'est l'occasion pour nous de recevoir vos questions, vos perspectives, la manière dont vous voyez aussi le monde, l'objet que aussi on traite, la santé mentale et aussi la souffrance psychique. Et comme vous allez le voir, c'est au cœur de nos préoccupations de pouvoir intégrer ces différentes perspectives et c'est très important à notre démarche. Je vais parler aujourd'hui de la mentalisation. Je vous propose vraiment de m'interrompre vraiment lorsque vous voulez, que ce soit mail au travers des questions online, ou que ce soit ici dans la salle, de telle manière à ce qu'on puisse avoir une dynamique participative. Si vous m'arrêtez pas, je risque de vous border, de vous endormir. Je peux parler jusqu'à 4-5 heures du matin si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord? Est-ce qu'il faut que ça contienne une chaîne? Je pratique le jeûne intermittent, donc je résiste aussi beaucoup à la faim. C'est quelque chose que je me suis imposé là récemment, c'est une autre de mes folies. Donc, mais volontiers, si jamais il y a des défis, n'hésitez pas à partager. Globalement, je vais vous présenter. Il y a trois choses que j'aimerais transmettre, trois éléments que j'aimerais transmettre aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre. Quelques notions sur la mentalisation, est-ce qu'on pourrait appeler le cerveau mentalisant. J'aimerais, si on avait, comment dire, et ça c'est l'aspect plus neuroscientifique de cette présentation. Il y a un aspect qui est plus interactif, étudié aussi par les neuroscientifiques, que j'aimerais vraiment aborder, qui est la synchronie et la mentalisation. Et puis, un autre aspect qui est peut-être de l'ordre de la communication, peut-être même quelque chose autour de l'instinct. C'est la confiance, c'est un concept de confiance épistémique que j'aimerais aussi aborder ce soir. Donc, c'est peut-être pas nécessairement des mots qui vous parlent pour l'instant. Mon objectif, ça va être de faire en sorte que dans quelques minutes, ça commence à plus vous parler. D'accord? Et une des missions qu'on m'a données, c'est d'essayer de mettre en lien, en fait, ce concept de la mentalisation et la santé mentale. Donc, on peut commencer par la définition de la santé mentale de l'OMS, qui définit la santé mentale comme un état de bien-être qui nous permettrait de réaliser notre potentiel, de faire face aux difficultés, qui sont les difficultés quotidiennes attendues de la vie, les difficultés normales de la vie, et de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, c'est une lourde tâche que d'être en santé mentale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différents niveaux. La question qui va nous occuper, c'est en quoi la mentalisation peut générer ou soutenir cet état. Et étant donné que je parle beaucoup, je vais déjà vous transmettre les conclusions de ma présentation. D'accord? Comme ça, si jamais vous avez faim, vous avez eu au moins les conclusions de la présentation. D'accord? Donc, par rapport au cerveau mentalisant, ce qu'on a appris, ce qu'on a beaucoup étudié, ce qu'on continue à étudier, c'est comment ce cerveau mentalisant, en fait, nous aide à réguler et à moduler nos émotions. Et le fait qu'on puisse réguler et moduler nos émotions vont, à quelque part, soutenir cet état de bien-être dont on parle dans la définition de la santé mentale. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Avec l'aspect plus interactif, notamment au travers de la synchronie et du développement de la mentalisation,
cette synchronie, donc vraiment à un niveau non verbal, va nous aider à entrer en contact avec l'autre. Par exemple, se regardant dans les yeux, va nous aider à tisser des liens. Par exemple, en respectant le tour de parole, en s'intéressant de manière posturale aussi à l'autre, se tournant vers l'autre. Il y a plein de comportements de synchronie qui se mettent en place dans l'interaction et qui nous permettent de créer le lien et de réguler aussi nos relations. Et vous savez, puisque vous êtes au courant de ce concept qui est la résilience, vous savez que le facteur principal de la résilience, ce sont les relations humaines. Si vous ne le saviez pas, là, vous êtes obligé de le savoir puisque Covid est passé par là. D'accord ? Et que la santé mentale pour tout le monde, ce n'est plus une illusion qui appartient aux autres, c'est vraiment tout le monde. Et le facteur saluto, pas génétique, mais qui génère la salute, la santé, ce sont les relations. D'accord ? Et puis la confiance épistémique est un type de confiance qui va faciliter l'apprentissage social. Et l'apprentissage social est le facteur principal à l'adaptation à notre milieu et à notre contexte. Donc, à quelque part, en régulant nos émotions, soutient l'état de bien-être. En entrant en contact avec les autres, on assure, en fait, notre résilience, faire face aux problèmes, okay? Comme pendant Covid. Et enfin, en apprenant des autres, en apprenant de nos ressources humaines, et je ne parle pas du métier ici, en apprenant des ressources autour de nous, on favorise notre adaptation au contexte, mais aussi évidemment notre épanouissement au sein de ce contexte. D'accord ? Donc la réalisation du travail, etc. Okay ? Donc on retrouve les ingrédients essentiels qui permettent de générer et soutenir ce dont parle l'OMS dans sa définition de la santé mentale. J'ai donc terminé mon exposé. Je vous remercie de votre attention. C'est une blague, bien sûr. Donc, j'aimerais creuser à l'aide de quelques diapositives chaque point. Okay ? Et pour commencer, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Pour commencer, je vais vous exposer un cerveau mentalisant. Okay? Faites attention, parce que c'est une expérience très intense. Hein, les neuroscientifiques on a des animations extrêmement complexes pour montrer le fonctionnement du cerveau. Donc, je vais vous montrer un cerveau mentalisant en action. Vous êtes prêts? Allons-y. Okay. Détective Colombo est un des plus grands personnages télévisés de la mentalisation. D'accord? Pourquoi? Alors, parce que la mentalisation telle qu'on l'a définie, surtout cette définition nous permet de effectivement opérationnaliser le concept et faire de la recherche, notamment neuroscientifique, mais aussi clinique. La mentalisation, c'est tout ce que notre faculté imaginative utilise pour faire sens du comportement humain, notre propre comportement humain, mais aussi celui d'autrui, okay, en termes d'état mental intentionnel, c'est-à-dire en termes de croyances, de désirs, d'émotions, de motivation. Okay. Et donc, à chaque moment, vous pouvez me regarder et essayer de lire qu'est-ce qui m'anime. On appelle ça les états mentaux. Quelles sont mes intentions? Quelles sont mes émotions actuellement? Quels sont mes désirs? OK? Et vous utilisez votre imagination pour inférer ça. Bien sûr, mon esprit est opaque. Vous n'arrivez pas à lire dans mon esprit, ce n'est pas du mentalisme. D'accord?
La mentalisation consiste à ce processus inférentiel que vous faites assez automatiquement sans vous l'expliciter dans votre esprit. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous allez dans une soirée, les convives sont à table, vous scannez, vous avez déjà une préférence d'où vous allez vous asseoir. Et vous ne savez pas pourquoi. Okay? Et puis, à un moment dans la soirée, vous regrettez votre choix. Vous dites, ah tiens, j'aurais dû m'asseoir là-bas. OK? Parce que sur la base de l'information, vous avez actualisé vos représentations et vous identifiez que certaines personnes sont peut-être plus intéressantes à vos yeux que d'autres. D'accord? Mais globalement, vous inférez de manière tout à fait inconsciente, ok? Mais aussi, vous pouvez activer des processus plus explicites, conscients, pour réfléchir aux états mentaux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne a dit ça à ce moment-là? Pourquoi diable ai-je oublié l'anniversaire de cette personne très importante dans ma vie, etc. Vous essayez de comprendre. Et la manière dont vous allez le faire, ici on a ce qu'on appelle les axes de la mentalisation ou la boussole de la mentalisation, vous allez vous intéresser aux autres ou à vous-même. Vous allez vous intéresser au contenu des pensées et des croyances, le contenu cognitif, mais aussi le contenu des affects, des émotions, le contenu affectif. Vous allez faire ça, comme je vous ai dit, de manière tout à fait automatique, mais parfois aussi, vous allez investir beaucoup d'efforts, comme si, par exemple, vous êtes en séance de psychothérapie, on va vous poser des questions. Okay, donc, vous allez utiliser des processus contrôlés pour imaginer des états mentaux. Vous allez à la fois vous fier sur des indices externes, donc là, vous vous fiez à mon visage, à ma posture, à mes mouvements pour inférer mes états mentaux, mais à l'interne, vous avez aussi vos processus imaginatifs qui tissent une narrative de probabilité. Ah, peut-être que cette personne-là, vient d'Amérique du Nord, et donc du coup, ah oui, il a un parcours d'immigration, donc qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'intègre ça à ma lecture de la personne, de mon interlocuteur? Ok, donc, en fait, la mentalisation, c'est quoi? Pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire du mot, une des premières personnes qui l'a utilisé dans le champ de la psychanalyse, Freud s'intéressait beaucoup à la liaison, et donc maintenant un concept beaucoup étudié en neurosciences, la liaison de toutes ces informations pour créer et actualiser des représentations mentales. D'accord? Qui part aussi beaucoup du ressenti corporel. On a un feeling lorsqu'on est avec quelqu'un qu'on interprète. Et donc, toute du corps à l'esprit, on essaie de rendre plus explicite ce qu'on ressent, peut-être de manière justement consciente, mais aussi de manière tout à fait automatique. On va s'ajuster à quelqu'un selon si on sent que, ah tiens, on a besoin de se reculer, on a besoin de s'avancer pour s'approcher, pour attirer son attention. On ne le fait pas en se disant tout ça, en se donnant des consignes, on le fait tout à fait automatiquement. D'accord? Donc la mentalisation harmonise beaucoup notre contact avec l'autre. Et ce qui est beau de ce visage, c'est qu'en fait, il avait une intuition neuroscientifique en faisant toujours ça. Ça ici, ça c'est à droite. Okay? C'est ce qu'on appelle le rostroventrolateral prefrontal cortex. Pas tout à fait latéral, mais bon, on peut discuter. OK? C'est une des parties du cerveau qui contribue de manière significative à ce que d'autres auraient pu appeler le traitement symbolique des affects, okay? Mais aussi qui est impliqué dans des processus exécutifs, des processus comme l'inhibition, par exemple. Okay? Qu'est-ce qu'on sait de cette... Pourquoi est-ce que je vous dis que la mentalisation, ça vous aide à gérer, moduler et réguler vos émotions? Là, ici, on a une petite expérience. Au jour numéro 1, on va présenter une araignée
à des, c'est pas très gentil, hein, mais à des individus qui ont une phobie des araignées. On va tester leur réaction physique. Okay? On va la présenter en ne qualifiant pas le stimuli, en le qualifiant de manière neutre ou en le qualifiant de manière négative. C'est-à-dire qu'on nomme l'émotion. Les psy diraient oui, on met en mots. D'accord? Okay? Et regardez l'effet de la qualification négative, c'est-à-dire ceci est un stimuli négatif, sur une semaine plus tard, la représentation du même stimuli, okay, sur la réponse de stress qu'on a mesurée au niveau de la peau. Okay? Vous voyez que la réponse de stress, une semaine plus tard, est beaucoup plus basse lorsqu'on a associé un mot à la présentation du stresseur versus un mot qui est contingent à ce que la personne ressent versus un mot neutre versus rien. D'accord? Il y a une question déjà. Oui. Vous me donnez un exemple d'un label négatif, par exemple, par rapport à ce qui a été utilisé. Cette araignée est effrayante. OK. Et c'est un insecte. C'est pas par rapport à la souffrance de la personne, c'est par rapport à Alors, si cette personne a une phobie des araignées, elle va trouver ça effrayant. Donc, c'est aussi par rapport à ce qu'elle ressent. Ça qualifie, si vous voulez, c'est dans le même registre émotionnel. Donc, on ne dit pas « cette araignée est rigolote ». Okay? On va utiliser un qualificatif négatif. D'accord? Mais ça, vous le saviez déjà. Vous saviez que, par exemple, tenir un journal, ça aide à mettre en mots, ça aide à réguler. Et maintenant, les gens font de la méditation. Okay? Ça aide aussi à réguler. D'accord? Notamment parce qu'il y a toute une réseautique avec l'amygdale, qui est le centre des émotions négatives, en particulier de la peur, mais aussi de l'insula, qui est une région qui est en lien avec ce dont je vous parlais, avec le ressenti émotionnel au niveau corporel, okay, dans l'incarnation de l'émotion. Okay, et le cortex antérieur frontal, qui est en lien aussi avec les centres d'inhibition, donc aussi de régulation et de modulation de l'émotion. Okay? Donc, on parle ici bien sûr d'un réseau de la mentalisation qui va venir moduler différentes émotions notamment. Et si on s'intéresse ensuite à étudier la mentalisation, hein, les axes, vous vous rappelez, contrôle explicite, automatique implicite, interne, externe, affectif, cognitif, soi, autrui. On peut aller interroger, si on a par exemple des équipements comme l'imagerie cérébrale, on peut aller interroger, on peut aller monitorer, on peut aller mesurer l'activité dans ces différentes régions qui, on croit, sont associées avec les différentes parties de la mentalisation. On s'intéresse d'ailleurs de plus en plus à étudier ça de manière dynamique. Donc, on va étudier en fait l'articulation de ces réseaux dans le traitement de l'information, dans le traitement du stimuli, dans la montée de la réponse émotionnelle, la régulation de la réponse émotionnelle. Qu'est-ce que le cerveau fait? Comment est-ce qu'il orchestre sa réponse à l'émotion pour pouvoir assurer une forme de régulation? À moyen terme et à long terme, ceci nous protège hein, d'une surcharge de stress qui elle-même, on sait, peut être en partie toxique à la fois à la matière cérébrale, mais aussi à la manière dont les réseaux cérébraux se parlent entre eux, la connectivité cérébrale. Et je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop complexe par rapport aux aspects traumatiques, hein, je crois que vous en avez déjà parlé, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut prendre dans la discussion. OK, donc on a un réseau de la mentalisation qui est connecté avec le réseau émotionnel de l'amygdale, qui est connecté aussi avec, où on va inclure le réseau de l'empathie, puisque pour nous, l'empathie,
c'est de la mentalisation autrui, affective et cognitive, qui va en fait devoir s'articuler avec la mentalisation soit affective et cognitive quand je suis en interaction avec quelqu'un. Donc c'est un concept comme ça un peu, on dit umbrella ou parapluie, qui essaie de réunir d'autres concepts qui ont été étudiés de manière plus précise, comme par exemple la compassion, la pleine conscience, ce qu'on appelle l'inclinaison aux explications psychologiques, la psychological mindedness, l'empathie, qui sont tous des concepts qui ont été étudiés très précisément. Imaginez que la mentalisation, c'est ce qui vient en fait lier toutes ces fonctions cognitives et émotionnelles dans l'interaction. Okay? Lorsque notre activation physiologique est trop haute, on va avoir de la difficulté à faire cet exercice de liaison. En langage commun, dans ces zones, des fois on pète un câble. Et qu'est-ce qui se passe quand je pète un câble? C'est pas beau. Je commence à dire les 4 vérités à la personne. Je commence à être désobligeant. Je deviens très certain de pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Je deviens absolument certain de qu'est-ce qu'on s'est dit avant, une bisbille de couple, par exemple. Non, non, c'est pas toi qui a dit ça, c'est moi qui ai dit ça et c'est moi qui ai raison. D'accord? À ce stade-là, mon épouse me rappelle que je suis un formateur en mentalisation et que je devrais peut-être considérer sa perspective. D'accord? Parce que je suis en fait hyper activé. Si par contre, vous me surprenez le matin autour de l'heure du café, je ne suis pas encore réveillé. J'ai de la peine même à écouter une question. Dès que je vois en fait que la tonalité, c'est une question, déjà, je trouve ça intense. Donc, du coup, je me recroqueville sur moi-même à la manière de l'adolescent qui est en psychothérapie, qui ne veut pas parler, et puis qui est avachi sur sa chaise de l'eau, et puis c'est mes parents qui veulent que je sois là. Rien à faire en psychothérapie. Donc, l'hypoactivation va aussi être un défi pour pouvoir justement lier toutes ces informations-là et mentaliser de manière calibrée. D'accord? Mais en un mot, la mentalisation contribue à la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'elle aide à la régulation et à la modulation de nos émotions. Donc, des expressions comme mettre en mots, donner du sens, se comprendre, comprendre les autres, se voir de l'extérieur, voir l'autre de l'intérieur. Sont toutes ces activités qui nous permettent effectivement d'être capable d'apprécier différentes perspectives. D'accord? Et ça aide beaucoup au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ouais. Du coup, c'est mesure chez quelqu'un. Un individu mentalise bien, c'est des Ouais. Donc, du coup, si on est intéressé à mesurer la mentalisation calibrée, on va s'intéresser à la quantité d'informations qui est utilisée pour arriver à une conclusion. On a des tâches toutes simples comme des tâches je saute aux conclusions sur la base d'une information, sur la base de 5 informations. Le degré, c'est une forme de mentalisation. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi dont je vous parlais par rapport à comment est-ce que l'inférence elle est maintenue. Elle est maintenue avec beaucoup de certitude ou elle est maintenue d'une manière qui est ouverte à d'autres informations. Parce elle peut être malléable. D'accord? Est-ce qu'on a une surcharge de contenu mental? On appelle ça de l'hypermentalisation. Quelqu'un qui va devenir hyper réflexif, qui va commencer à psychanalyser les gens sur la base de très peu d'informations, ou est-ce qu'on a de l'hypomentalisation? Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de comprendre les états mentaux, c'est fatigué, j'ai mal,
Très peu de contenu d'états mentaux différenciés. Donc, on a toute une série d'outils qui vont être cliniques et des outils aussi qui vont être empiriques ou qui vont utiliser peut-être des échelles auto-administrées ou alors des tâches informatiques qui vont nous aider à mesurer. On travaille aussi sur ces outils pour qu'ils soient de plus en plus pertinents à la pratique, mais qui nous permettent de mesurer à la fois l'état de mentalisation, mais aussi le trait. On peut s'imaginer que lorsqu'on a, je ne sais pas moi, des troubles neuropsychologiques, des troubles neurodéveloppementaux, on a des défis supplémentaires à associer en fait ces informations-là. C'est pas qu'on ne peut pas mentaliser, mais c'est qu'on a peut-être besoin d'un soutien. On a peut-être besoin de méthodes qui nous aident à apprécier les différentes perspectives, parce qu'on ne le fait pas nécessairement automatiquement. On pourra en revenir aussi dans la discussion. OK? Donc maintenant, je voulais vous parler de synchronie également. Je vous disais que, en fait, la mentalisation, c'est une capacité qui se complexifie au fur et à mesure du développement. À mon avis, c'est une capacité qui peut s'améliorer jusqu'à notre dernier souffle. Okay? Notre capacité à appréhender la complexité humaine, à mon avis, ça ne s'arrête pas à l'âge adulte, ou à 20 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans. Réfléchissez à comment vous compreniez le monde et les relations humaines il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Okay? Et réfléchissez à votre parcours, comment en fait tout ça s'est enrichi, s'est complexifié. Okay? Donc pour moi, c'est très certainement une capacité qui s'améliore tout au long du développement. Okay? On va revenir aux prémices de la mentalisation avec un auteur, Donald Winnicott, psychanalyste, qui a parlé de comment, en fait, les prémices de la communication étaient non verbales. C'est-à-dire que lorsqu'on tient un enfant, lorsqu'on présente un objet à un enfant, le presenting, et lorsqu'on manipule l'enfant, on est déjà en train de communiquer quelque chose à l'enfant au sujet de son état. Par exemple, si je tiens un enfant comme ça, qu'est-ce que je suis en train de communiquer? D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est ressenti déjà dans le corps. Si un enfant crie, et puis ici on est dans des situations d'orphelinat, on va dire, du bloc de l'Est de l'époque, qu'est-ce qui se passe? On venait voir les enfants à certaines heures seulement. Okay? Quelle était l'intention? L'intention était de créer des bons militaires. Hein? C'était l'intention affichée. D'accord? Qu'est-ce que les études de Michael Rutter ont montré? Que ce type de holding et de handing était beaucoup plus, les chances étaient beaucoup plus de, en fait, initier des comportements de type spectre de l'autisme. De spectre de l'autisme chez ces individus, dont certains s'en sont remis quand même, une bonne partie, mais qui ont laissé des traces tout au long de la vie. D'accord? Donc, Winnicott parlait de good enough, pas de perfection, okay? Mais d'une sensibilité minimale, d'une communication non verbale minimale. Et les neuroscientifiques aujourd'hui s'intéressent à davantage opérationnaliser ces concepts cliniques. Notamment Ruth Feldman et ses travaux qui s'intéressent beaucoup à comment les parents et l'enfant se synchronisent au niveau du comportement. Qu'est-ce qu'on peut déjà voir au niveau de la synchronie comportementale? Se regarder dans les yeux, avoir des tours de parole, des tours, même si on ne dit pas des mots. On pose une question, on attend. Okay? On développe des comportements aussi de regard conjoint sur des objets d'intérêt. On porte attention à l'autre, on signifie ce qu'on a compris de ce qu'ils ont compris déjà, alors qu'on n'a pas de mots. D'accord?
Ce que Ruth Feldman et ses collègues ont montré, c'est que lorsqu'il y a de la synchronie comportementale, il y a aussi de la synchronie cérébrale. C'est-à-dire qu'on met des appareils de neuroimagerie qu'on appelle genre hyperscanning, qui nous permet en fait de regarder les patterns de synchronie dans les réseaux de l'enfant et du parent, et on remarque qu'il y a une synchronie cérébrale qui s'installe avec la synchronie comportementale. Et quand il y a de la synchronie comportementale, ce n'est pas seulement le cerveau, mais c'est aussi le rythme cardiaque qui se synchronise. Incroyable. C'est pas que ça reste toujours synchrone, mais on a des patterns de synchronie qui accompagnent tout ceci. Et enfin, on a en plus maintenant des résultats qui nous suggèrent qu'on a une synchronie neurobiologique. C'est-à-dire que notamment le système de stress et aussi le système d'affiliation semblent se synchroniser au cours d'un laps de temps où il y a du jeu synchrone. Donc la synchronisation neurobiologique, cardiaque, cérébrale, suit en fait aussi la synchronisation et les patterns de synchronisation comportementaux. D'accord? Très bien. OK, c'est une corrélation. Est-ce que c'est important? C'est très important puisque lorsqu'on suit ces enfants sur 10 ans, donc c'est une chercheuse qui a suivi des enfants sur 10 ans avec des mesures précoces des patterns de synchronie, elle remarque, qu'est-ce qu'elle remarque? C'est que les synchronies précoces prédisent toute une série de choses qui nous intéressent, nous, cliniciens, notamment le comportement adaptatif et prosocial, l'empathie, une diminution du risque d'accident et aussi le RSA qui est en fait toute une série de mesures physiologiques de régulation du stress, d'accord, qui sont favorisées par des patterns de synchronie au cours des 3 à 5 premières années. D'accord? Donc c'est significatif. C'est pas que de la corrélation, c'est significatif à l'installation de tous ces mécanismes aussi de régulation émotionnelle et effectivement d'entrer en relation avec l'autre. D'accord? Donc la direction du regard, le partage d'affects positifs, ce qu'on appelle la motherise ou des vocalisations de bébé, et le toucher affectif sont tous des mécanismes qui vont favoriser plus particulièrement en fait la connectivité multisensorielle. Okay, et cette connectivité multisensorielle va favoriser les schémas de régulation affective et comportementale et aussi psychologique, mentale. Il y a une question. Moi, j'ai une question qui vient en ligne. Est-ce que le fonctionnement de ces réseaux ont été testés avec des personnes prenant des substances modifiant le comportement? Oui, mais pas chez le bébé ni chez la maman en interaction. D'accord? Mais on pourra parler de qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, je ne sais pas si cette personne veut parler de psychédélique. Je peux lui demander. Ou peut-être de stimulateurs attentionnels. Oui, ok. Je peux garder la question pour la fin. Ok, je la garde en tête. Pour répondre rapidement, je n'arrive pas à la garder en tête. Pour répondre rapidement, il y a un pattern de dissociation de ces réseaux qu'on peut mettre en évidence lorsqu'on fait des études, par exemple avec la kétamine ou d'autres substances. Les travaux de Robin Carhart Harris ont été parmi les premiers à mettre en évidence le découplement en fait des réseaux de la mondialisation notamment, mais d'autres réseaux aussi, lorsqu'on est sous effet psychédélique. Donc, il y a une sorte de découplage qui probablement sous-tend des expériences, notamment hallucinatoires. Donc, je ne peux pas résister à la tentation de montrer des photos de mes filles, parce que, évidemment, ma grande est une grande mentaliseuse en devenir. Avec sa petite fille, vous voyez l'attention non verbale qu'elle porte à sa sœur, elle dépose le baiser. Moi, je suis très
fort parce que j'ai pris la photo quand il fallait. Déjà, Je vous raconte une petite anecdote après, mais je pourrais essayer d'enregistrer, donc je ne peux pas la raconter. Mais elle est un peu jalouse. Du reste, c'est une super chouette grande sœur, comme on peut le voir ici. Essayez de faire la lecture des émotions du bébé. Okay. Comparé à là. OK. Ah. So, okay. Donc, l'idée, c'est qu'on apprend à mentaliser, on apprend à porter attention à l'effet de nos gestes, etc., et à l'impact aussi émotionnel qu'on peut avoir, mais même en tant que parent. Hein. Alors, on fait des blagues et soudainement, on a en fait l'enfant qui pleure parce que le loup était trop vrai. Okay. Oh, papa, OK, oups, j'étais un peu trop crédible, donc il faut que je calibre selon ce que je vois. Alors, en quoi la synchronie est liée à la santé mentale? Ça ici, c'est tiré du modèle de résilience présenté par Ruth Feldman. C'est l'idée effectivement que cette synchronie ancre l'individu dans des possibilités effectivement d'entrer en contact, notamment empathique avec l'autre, hein, de pouvoir partager des informations aussi symboliques, voire de activer aussi tous les centres affiliatifs, donc hein, toute cette importance dont on parlait tout à l'heure de faire partie, hein, de s'affilier à un groupe, qui est aussi un vecteur de résilience extrêmement puissant. Okay. Et puis, l'aspect relationnel, l'aspect de l'attachement, l'aspect de la relation, le système ocytonergique qui nous permet l'approche vers l'autre, qui nous permet aussi, selon Feldman, de pouvoir se réunir en groupe et adopter des comportements culturels qui nous font sentir partie d'un nous. Le we-ness, hein, tous ces rites qu'on a en groupe, hein, qui font en sorte que on s'élève au-delà de notre individualité. Okay? Donc, il y a des aspects aussi potentiellement de spiritualité qui sont à explorer ici. D'accord? Et que les dyssynchronies, les violences sont des dyssynchronies, sont bien sûr, si le lien est le facteur, le protecteur le plus important, la violence, les dysynchronies sont les facteurs les plus puissants, les plus explicatifs du développement psychopathologique ici, ce qu'on appelle du facteur général de la psychopathologie, le facteur P. Okay? Et le problème de la psychopathologie, c'est pas tellement l'épisode dépressif ou la crise de panique, c'est pas tellement ces épisodes qui arrivent à quasiment tout le monde au moins une fois dans la vie. 8 personnes sur 10 suggèrent les dernières données longitudinales et épidémiologiques. 8 personnes sur 10 vont à un moment donné dans leur vie, après 50 ans, avoir tous les critères d'un diagnostic psychiatrique. Okay. Donc, qui n'est pas normal? Les 2 sur 10, ceux qui ne sont pas normaux, c'est ceux qui ne développent rien. Okay. C'est ça la norme, c'est un critère statistique, d'accord? Okay. Mais ceux qui ont besoin le plus d'aide, ceux qui vont nécessiter un investissement important au niveau notamment du système de santé, c'est ceux avec une psychopathologie persistante, polymorphe, comorbide, okay, qui ne va pas être articulable autour d'un seul diagnostic, mais qui va être une psychopathologie plus généralisée. D'accord? Et persistante dans le temps du développement. Donc, c'est vers aussi ces individus qu'on veut concentrer nos efforts pour mieux comprendre comment les aider. Okay? Donc, pour résumer le point 2, les bases non verbales de la mentalisation, à la synchronie notamment, contribuent à la santé mentale car
L'asynchronie aide à rentrer en contact, à tisser des liens, à réguler nos relations, source principale de résilience, le sentiment d'appartenance, l'affiliation, le contact affectif, sentir qu'on est compris, connu, qu'on est reconnu. Et un des concepts comme des tuteurs de la résilience, même dans des environnements où en fait on est fortement négligé, il y a des individus des fois qui sont là auxquels on peut s'attacher, qui vont nous permettre effectivement de nous développer mieux que s'ils nous avaient été absents. Okay? Et je vais terminer sur ce concept de confiance épistémique. Et là, effectivement, je vous demande de me faire confiance. Okay? Me feriez-vous confiance? Non. Pourquoi? Pourtant, elle a l'air tout à fait sympathique. Okay. Plutôt à la main, cette personne semble lui faire confiance en plus. D'accord? Pardon? Elle est payée pour. Elle est payée pour, hein, elle peut peut-être payer de sa vie en plus. OK? Donc, un des points qui est vraiment intéressant et qui attire de plus en plus d'intérêt scientifique, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que très rapidement vous dites non, je ne fais pas confiance. Okay. Ou oui, je fais confiance. OK? Bien sûr, à partir de Covid, cette mode de la confiance épistémique a aussi connu sa courbe exponentielle dans l'intérêt scientifique. C'est comment ça se fait qu'on attribue notre confiance à des sources d'informations qui ont toutes les caractéristiques d'être pas fiables. C'est quand même extrême, quand même. Okay. Ah ben, ça a été extrême pendant Covid. Hein, toutes les théories du complot, etc. Toucher là avec des couteaux, Ouais, mais en même temps, on sait que c'est ce qui se passe dans les cirques et que c'est une profession, mais en même temps, on n'a pas confiance. D'accord? Donc, comment est-ce que ça marche, cette confiance? Et comment est-ce qu'on attribue notre confiance? Il y a l'idée que c'est un phénomène absolument central, notamment pour distinguer les sources de communication fiables des sources de communication non fiables. Mais qu'est-ce qui fait que quand vous entrez chez le psy, vous lui faites confiance ou pas? C'est un inconnu, une inconnue. Qu'est-ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un qui est peut-être fait partie de votre communauté, et on vous dit, mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas parler à cette personne? Qu'est-ce qui fait que vous lui faites confiance ou pas? C'est très instinctif. Ce sont des heuristiques des récipients, c'est ce qui permet de prendre des récipients sur la base d'heuristique. Alors, sur la base d'heuristique, ouais. Sur la base de vécu émotionnel aussi, probablement. Dans ces heuristiques, dans ces algorithmes d'attribution de confiance, quelles sont les caractéristiques, finalement, qui sont en jeu? Donc ça, c'est une grande source d'intérêt. La confiance épistémique consisterait donc ici à l'attribution de sa conscience avec une source de savoir qui sera jugée comme fiable, pertinente à soi, mais aussi généralisable au-delà de l'épisode d'apprentissage. Okay? Donc c'est important parce que cette confiance épistémique va affecter l'encodage de l'information comme étant une information qui vaut la peine d'être retenue. Okay? En mémoire. Donc c'est très précoce au niveau du traitement de l'information. Okay? Je vous donne un exemple un peu bateau. Okay? C'est comme quand mon père est venu me voir un jour, il m'a regardé dans les yeux. Par le pauvre fiston. Dans la vie, il faut. Et puis il m'a dit un truc. Non, je ne dirai pas c'est quoi. Okay. Le problème, c'est que 12 ans de psychanalyse après, je n'arrive pas à me débarrasser de ce qu'il m'a dit. Okay. Ça filtre en fait ma manière de voir le monde. D'accord? Parce que dans la vie, il faut. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que cette information-là soit internalisée
d'une telle manière à ce qu'aujourd'hui, j'ai vachement de peine à m'en défaire. Ah, c'est curieux. Donc, un certain nombre de psychologues du développement vont faire toute une série d'hypothèses, notamment comment la théorie de la pédagogie naturelle. Okay? L'idée ici, c'est qu'il y a un certain nombre d'indices de communication qui vont favoriser la rétention et la généralisation d'une information. Notamment, regarder quelqu'un dans les yeux. Et tous les aspects de la synchronie, en fait, vont être des préparateurs attentionnels, okay, qui vont faire en sorte que l'individu va porter une attention spéciale à une information. Et donc ici, ça a été testé, notamment avec ce dispositif. Donc on a une expérimentatrice ici, qui va soit dire bonjour au jeune de 18 mois, okay, hello, qui va le nommer par son prénom, okay, qui va l'engager, ce qu'on appelle des indices ostensifs de communication, et qui ensuite va signifier sa préférence d'un objet envers un autre. Oh, le test expérimental viendra après. On invite une deuxième expérimentatrice à dire quel objet tu nous donnes. D'accord? Donc, dans la première condition où en fait il y a un indice ostensif de communication, on a une généralisation de la préférence à la personne ici. Et 71%, on a ici l'objet vert qui est donné. D'accord? Maintenant, la même manip, mais cette personne ici ne va pas s'engager auprès de l'enfant avec des indices sensibles de communication. Elle va juste signifier quel objet elle est. Okay? Résultat, 40%, donc une différence de 30% de donner l'objet de préférence. D'accord? Bien sûr, l'enfant n'est pas bête. D'accord? S'il n'y a pas d'indice ostensif de communication, mais que la même expérimentatrice lui demande quel objet lui donne, à 77%, elle lui donne le bon objet. D'accord? Donc, l'idée, de manière analogique, l'idée est, lorsque une information clé est précédée par un indice ostensif de communication, elle a plus de chances d'être retenue et généralisée et testée dans l'environnement. L'expression ostensive, c'est quoi? Elle fait un sourire? Elle fait un sourire, elle regarde dans les yeux, elle le nomme par son nom. Ah, l'objet. Non, le bébé. Ah, le bébé, pardon. Ouais. D'accord. Et puis, donc, soit elle le nomme positivement, soit elle le nomme négativement, c'est ça? Non, alors après ça, elle qualifie sa préférence. Voilà, c'est ça. Elle préfère celui-là à celui-là. D'accord, ok. Ouais. Mais elle ne fait pas de mimique qui va dans le sens… Elle va faire des mimiques pour « Ah, j'aime », là, elle a un petit sourire, vous ne le voyez peut-être pas, et là, elle est comme ça. Ah oui, d'accord. Elle va faire la même chose, peu importe la condition. Okay. Donc, l'idée, c'est, si je vous dis 5, 2, 3, 4, 6, 8, ok, ça c'est une chose, et si je vous dis bonjour, 5, 2, 3, 4, 6, 8, okay, vous allez mieux vous rappeler de l'information si j'ai précédé d'une communication, des indices de communication ostensive. Okay. Ceci, selon la théorie de pédagogie naturelle, a un certain algorithme de fonctionnement, notamment que ces indices, le contact visuel, le tour de parole, la réactivité contingente, le ton ajusté, l'accordage affectif avec mon interlocuteur, en fait, ce que ça fait, c'est que ça engage l'interlocuteur à porter son attention, une attention plus spécifique. Cette attention, ensuite, est accompagnée, on croit, d'une expérience d'être vécue comme un interlocuteur social qui en vaut la peine. Okay. C'est la première fois que tu me parles, papa. C'est juste.
OK? Soudainement, je deviens un interlocuteur et du coup, un agent social, un citoyen, quelqu'un qui fait partie du groupe. OK? Du coup, ces indices vont favoriser la confiance épistémique. Je vais faire davantage confiance à la source d'information qui va mener au partage d'un savoir social généralisé. Je vais aller tester l'information à l'extérieur. Il ne faut pas dire ça aux psys, mais c'est voici ce qui se passe avec les psys. Vous savez que les psys doivent faire une thérapie personnelle. Ouais? Vous savez qu'ils s'attachent à leur psy. Okay? Et ils découvrent toutes sortes de choses au sujet d'eux-mêmes pendant leur propre psychothérapie. Vous croyez qu'en fait, après ça, ils répètent ça à leurs patients? La réponse est oui, bien sûr. D'accord? Je m'excuse, hein, peut-être ça va diminuer la confiance que vous avez dans les psys. Okay? Mais l'idée, c'est quand j'ai une information que je trouve pertinente à moi et généralisable au moi, je vais la tester. Okay? Même chose quand vous entendez votre orateur ou oratrice favori à la radio. Elle dit un truc, et là, qu'est-ce que vous faites le reste du week-end? Ah, salut Jean, hey, je voulais te dire un truc. Et vous répétez. C'est un mécanisme de transmission d'informations sociales. Mais vous ne faites pas que répéter. Okay? Vous regardez aussi quel impact a cette information. Peut-être vous réactualisez aussi vos connaissances après. Mais globalement, vous allez tester ça dans le monde social. Okay? Voici comment ce prof utilise l'asynchrony plus la confiance épistémique pour commencer chaque jour d'école dans une école, je crois, à Harlem, sauf erreur, ou dans le Queens à New York. Okay? Entrer en contact avec chacun, okay? Trouver une manière de leur communiquer quelque chose d'eux, hein, qu'on partage, entrer dans une forme de rythme de synchronie. Okay? Est-ce que vous croyez que les enfants qui rentrent dans la salle après sont un peu plus attentifs? Un point de plus sur une échelle d'attention. Okay? Donc, c'est l'idée de s'adresser à l'autre d'une manière qu'il a probablement choisie, c'est probablement les jeunes qui ont choisi la chorégraphie, que l'enseignant a mémorisé individuellement pour chacun. D'accord? Pour, comme rite d'entrée dans l'apprentissage. Et qu'est-ce que nous apprennent les méta-analyses des enseignants les plus efficaces? Ce sont les enseignants qui voient l'apprentissage au travers des yeux de leurs élèves. Okay? Les ingrédients essentiels sont les devoirs à chaque 2 minutes. Non, c'est pas ça. Sont la prise en compte des intentions d'apprentissage, savoir quand l'élève a réussi, heureusement, avoir suffisamment de compréhension de la compréhension de l'élève et aussi maîtriser suffisamment le sujet pour fournir des expériences stimulantes et riches de sens.
d'accord, sont les facteurs les plus importants pour la transmission d'informations. Okay? Et pour nous, ça, c'est de la modélisation, c'est-à-dire voir l'apprentissage au travers des yeux. Okay? Et c'est pour ça qu'à chaque année, même entre collègues, on s'arrache les cheveux pour se dire, OK, la nouvelle génération, là, comment est-ce que je dois présenter mon contenu? Okay? Je ne peux pas juste faire mon cours comme il y a 10 ans. Okay? Parce que dans la forme, il y a quelque chose de très, très, très important. Et la manière dont je vais modifier la forme, c'est la manière dont je m'imagine la personne qui est assise là, la manière dont je m'imagine son intentionnalité par rapport à l'apprentissage. Et pour nous, ça a été très compliqué pendant Covid aussi, parce qu'on avait moins d'informations, en fait, sur lesquelles se baser pour adapter notre apprentissage. OK, donc, en troisième lieu, la mentalisation, par le biais de la confiance épistémique qu'elle génère, va favoriser le partage du savoir social et l'accès aux ressources de l'environnement, qui elle-même favorise l'adaptation de l'individu à son contexte. Là, ici, on parle de salutogénèse, accès aux facteurs de protection, accès aux ressources, le fameux capital social, le capital culturel, etc. L'épanouissement, l'idée que 1 plus 1 font 3, c'est-à-dire que l'association avec les autres sont supérieures à la somme des éléments. Je ne pourrais jamais être la personne que je suis sans toutes les personnes à qui je me suis affilié dans des projets communs. Et impossible. En conclusion, donc, je vous avais promis, vous la connaissez déjà, cette diapositive. D'accord, je vous remercie de votre attention. Epistemic Trust. OK. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, on a un site sur la mentalisation, on a un MOOC gratuit sur la mentalisation, on a quelques écrits. J'aimerais me remercier tous mes collègues, car c'est un travail d'équipe que j'ai présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelques questions en ligne encore, alors j'ai l'impression qu'on va toutes les prendre. La première, c'était les techniques de mentalisation sont-elles différentes selon les troubles? En l'occurrence, là, il est question de comparer si c'est aussi utilisé dans le cadre des troubles du déficit d'attention avec ou sans activité, aussi la question des troubles du spectre critique. Voilà, c'est une personne qui veut savoir quelles sont les impacts chez ces patients. Ah, c'est vos questions de base? Ok, voilà. OK, donc j'aimerais diviser cette question en deux. OK, la première, elle est au niveau des troubles et leurs catégories. Donc, on peut avoir des troubles du neurodéveloppement, dont certains on peut qualifier de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, d'autres qu'on peut qualifier de troubles du spectre de l'autisme avec un degré plus ou moins important de besoins liés à ces troubles. Okay? De manière générique, on va peut-être pouvoir dégager des stratégies pour aborder les contenus de la mentalisation. Okay? Notamment dans nos groupes de psychoéducation avec des jeunes qui ont un diagnostic de TDAH, on va beaucoup justement activer le corps avant de transmettre de l'information clé. On va pas leur faire une psychoéducation classique. On va essayer de générer des exemples et on va essayer de les intéresser, d'attirer leur curiosité pour qu'ils essaient de saisir l'information importante dans l'exemple. Donc, on va prendre des exemples sur YouTube, etc. Donc, on va effectivement adapter notre communication autour des connaissances qu'on a par rapport aux troubles. Si on a un individu avec forte dysrégulation émotionnelle ou polytraumatisé, on va aussi aborder ces contenus d'une manière qui puisse être tolérable, qui n'entraîne pas la personne à partir tout de suite en dissociation parce que l'affect est trop important. Si on travaille avec des individus qui ont des expériences hallucinatoires ou des idées délirantes, des convictions
qui sont estimées comme étant délirantes, ben, on va aussi adapter nos techniques de manière générique. Maintenant, la question pour le clinicien, la clinicienne est toujours la même. C'est pas tellement qu'est-ce que je dois dire pour qu'ils comprennent ce que je comprends, mais qu'est-ce que je dois dire et comment je dois le dire, sentent que j'essaie de le comprendre. Okay? Et ça, c'est une posture clinique qu'on essaie vraiment, sur laquelle on essaie vraiment de travailler en thérapie basée sur la mentalisation. C'est pas nouveau. Et ça, on n'a pas attendu cette thérapie-là pour le faire, mais on va dire, on essaie de se concentrer là-dessus dans notre enseignement clinique. Donc, on est beaucoup moins sur le contenu de quoi dire, mais sur le comment dans l'ici et maintenant avec cette personne-là, à ce moment-là, par rapport à ce contexte-là. Okay? Donc, dans une approche processuelle très serrée. OK? J'ai deux questions qui vont aussi dans ce sens sur le chat. Qu'en est-il des enfants, des ados qui ont des troubles cognitifs ou des nombreux troubles 10, donc des difficultés d'apprentissage? Est-ce que c'est également valable? J'ai une autre question aussi qui va dans ce sens-là. C'est passionnant, c'est assez c'est écrit, on est plein à pas avoir des profs de son, mais voir les choses de manière très négative et d'un pessimisme qui reste malgré ces tentatives de changement d'approche. Est-ce qu'il y a une difficulté qui est ajoutée pour certaines parties des personnes? Je vais commencer par la deuxième et ensuite j'irai à la première question. Mon sentiment, hein, c'est chez les cliniciennes et les cliniciens, lorsque s'immisce ce pessimisme, lorsque s'immisce ces pensées et ces vécus autour de « j'ai essayé plein de choses puis j'y arrive pas », la question centrale de la confiance épistémique, elle est en général au centre de la pièce. On a quelqu'un en face de nous qui ne nous fait pas confiance. Point final. Okay? Même s'il dit « Oui, professeur Nibali, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenait aussi bien que vous, professeur Nibali. Vous êtes exceptionnel, professeur Nibali. Okay? Oui, mais je suis tellement exceptionnel qu'il n'y a rien qui change. Okay? Ça fait des années, il n'y a rien qui change. Okay? Donc, je ne dois pas être si exceptionnel que ça. Il y a un problème de « je ne peux pas vous croire ». Je peux répéter ce que vous me dites de répéter. Okay? Je peux dire, vous préférez l'objet orange ou l'objet vert. Okay? Mais je ne peux pas généraliser ça à mon environnement. Peut-être que mon environnement, en fait, si je fais ça, je suis en danger. Peut-être que vous n'avez pas compris ça, monsieur Desbanes. Okay? Peut-être que vous n'avez pas compris que, en fait, ce que vous me demandez, c'est impossible dans mon environnement. Okay? On fait des traitements basés sur la mentalisation en prison. Des individus qui nous disent « Ouais, mais vous êtes dingue là. Moi, si je fais ça à ce moment-là, je suis cuit. C'est pas possible ce que vous me demandez. » Okay? Donc, la question revient « OK, quand est-ce que vous pouvez activer ces processus, non pas pour vous mettre en danger avec les autres, okay, mais peut-être activer ce processus quand, par exemple, vous êtes seul dans votre chambre et la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Okay? Qu'est-ce qui se passe là? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Okay? Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à une personne par rapport à ça? Ça va être qui? Okay? Sans vous mettre en danger. D'accord? Donc, on a ce défi clinique, mais aussi cette intention d'entendre, en fait, le pourquoi l'autre ne fait pas confiance. Okay, donc, en général, le pessimisme est autour d'une problématique, pour nous, en tout cas, de la confiance épistémique. On va essayer de la prendre à bras-le-corps et de la valider. Autrement dit, il y a des raisons pour lesquelles cette personne-là ne me fait pas confiance. Okay, je dois mieux les comprendre. Je dois essayer de me mettre à côté de cette personne et voir le monde à travers ses yeux. Okay? Et selon les situations, ça peut être très complexe, très difficile cliniquement. Okay? Ensuite, par rapport au trouble 10,
aux autres troubles, on va dire, ça va être le même problème qu'avec ce dont on a discuté par rapport à la première question, c'est comment est-ce que je vais structurer ma communication pour que les pièces d'information que j'aimerais transmettre soient précédées par un moment où on puisse voir ensemble le monde à travers les yeux de la personne. Montrez-moi d'abord comment ça marche pour vous. Et là, mon but va être d'avoir un moment commun de partage de ces comment pour eux. Okay? À partir de ce moment-là, le système attentionnel est disposé à peut-être recevoir une information. Il va falloir que je choisisse laquelle, dans quel ordre, etc. Okay? Et ça, la recherche peut m'aider pour structurer mon approche, pour que ça soit digeste et aussi que ça puisse s'imbriquer dans le développement de l'individu. Donc, trouver, je peux dire les choses autrement, trouver au fond les portes par lesquelles entrer pour activer aussi les facteurs de motivation. Okay? Mais ça passe notamment par ce feeling de ouais, j'ai l'impression que cette personne-là devant moi, elle piche quelque chose au sujet de ce que je vis. Elle piche, elle n'est pas complètement à côté de la plaque comme les autres. Okay? Ça, c'est très important. Ça, c'est la base de toute intervention. Okay? Donc, il n'y a pas de contenu, il y a un processus là qu'on essaye d'engager avec la personne. Oui. Une question à propos de cette synchronie biocomportementale qui a été observée, étudiée entre maman et enfant. Est-ce qu'elle a une importance, je suppose que ça existe entre, dans un couple ou même entre mère et enfant à un âge plus avancé, à un âge adulte, et est-ce que vous aurez un commentaire à propos? Est-ce quelle est leur importance? Est-ce que ça a été étudié aussi autant que... Ça a été beaucoup moins étudié. Le système parent-enfant est un système captif, entre guillemets, auquel on a beaucoup plus accès, mais de plus en plus, on va s'intéresser. Alors, dans le couple, ça a été pas mal étudié parce que les thérapeutes de couple se sont intéressés notamment à étudier les patterns de synchronie, les interruptions, les types de communication qui faisaient en sorte que des couples pouvaient migrer vers une résolution de problème ou alors se diviser en camps ou augmenter l'hostilité. Donc là, il y a pas mal d'études. Mais entre parents et ados, parents et jeunes enfants, moins. Okay? La bonne nouvelle, c'est que ces recherches sont sur le radar aujourd'hui. J'espère que dans quelques années, on pourra revenir avec des données additionnelles sur ce type de pattern de synchronie. Juste pour la petite histoire, le groupe de Ruth Feldman a fait une recherche sur psychothérapie par Zoom ou en présentiel, okay, montrant que les patterns de synchronie en présentiel, vous avez raison de reconvoquer les gens. C'est pas pour à la maison, c'est pas pour comment dire réduire l'importance de l'effort, mais la synchronie entre interlocuteurs dans une salle de psychothérapie est massivement plus importante en présentiel qu'en distanciel. Okay? Néanmoins, les modes de communication peuvent être adaptés pour permettre l'augmentation d'une synchronie en distanciel, notamment les indices ostensifs de communication qui peuvent être un peu exagérés, comme on fait des fois au téléphone pour dire à la personne ah, là, on exagère, parce que c'est ce qu'on a du marking, on marque, on prononce la réaction émotionnelle pour bien être, parce que la personne ne nous voit pas, donc elle ne voit pas qu'on respire, elle ne voit pas qu'on fait ça comme ça, donc on essaie de traduire toutes ces informations-là dans notre réponse qui est parfois un peu exagérée. Okay? Et donc ça, c'est effectivement pour activer les patterns de synchronie dans la communication. Okay. Une question en ligne.
Oui, juste par rapport à cette question-là, on peut se double synchroniser donc, avec la mère et le père en même temps. On pourrait, dans le cas du bébé, on pourrait bien la ramener. Les jeux triadiques. Ouais, donc ça a été d'ailleurs beaucoup étudié à Lausanne. Donc, il y a effectivement toute une littérature sur quels sont les patterns de synchronie à trois, il commence à y avoir des études aussi, quels sont les patterns de synchronie en groupe multifamille par exemple, qui sont porteurs de collaboration, de communication, versus quels sont les patterns qui sont porteurs, qui sont prédicteurs de séparation dans le groupe, de patterns de 2 contre 1, etc. Donc ça, c'est très utile pour les cliniciens et les cliniciens en formation, puisque on développe une grille d'analyse aussi de ces partenaires, sans non plus exagérer l'affaire, hein, dans le sens où les synchronies, c'est pas, comment dire, c'est pas juste des gestes culturellement admis. Si on était en Italie, bon on utilise beaucoup nos mains. Si on est, vous voyez, c'est pas juste ce genre comment dire, de comportements non verbaux. C'est aussi les moments de synchronie, les baisses de dysynchronie, l'information qui vient, les reprises. Okay, c'est le pattern de synchronie, dysynchronie. Les attachmentistes appelaient ça rupture et réparation. D'accord? Et en fait, c'est le cycle de rupture et réparation qui est plus important que la valeur absolue. Donc, c'est ça qui est plus porteur, notamment d'alliance thérapeutique. C'est vraiment les cycles de rupture et de réparation. Donc, même chose avec nos enfants, nos adolescents. C'est pas être toujours synchrone qui est l'idéal. C'est de pouvoir repérer ces synchronies, ces dyssynchronies, revenir en synchronie. C'est cette trajectoire-là qui est porteuse d'enseignement et de régulation. L'apprentissage qu'on peut, même avec un échec, on peut retrouver, c'est ça? Qu'on Si peut c'est réactiver. parce que finalement, ça pourrait se faire. Il y a le danger que si on est parfait, du coup, il n'y a pas d'absence. Hein, comme on dit, globalement, en général, on participe à augmenter l'anxiété. Si on satisfait les besoins à chaque seconde de manière hyper contingente. Parce que dès que c'est plus là, on n'est pas habitué. On n'a pas laissé l'individu l'exposition et le temps pour trouver ses solutions et puis pour aussi réengager la relation avec les ressources. Okay? Donc, il y a beaucoup dans notre apprentissage, il y a beaucoup de la nécessité effectivement de faire face à des défis pour justement pouvoir apprendre un certain nombre de stratégies et puis faire face, parce qu'on est toujours face à l'inconnu. Le développement nous balance toujours quelque chose d'inconnu. On essaie de, effectivement, déstabiliser, puis on essaie de se reprendre pied, activer les ressources pour pouvoir peut-être même engager de la créativité et trouver des nouvelles solutions. C'est beaucoup aussi ce qu'on a fait par rapport à la pandémie, c'est ce qu'on essaie de faire par rapport à l'environnement. Il y a des vrais défis qui nécessitent cette créativité. Une question qui vient du chat, peut-être qu'on a le temps pour celle-là. Ouais. Les troubles psychiques ont tendance à isoler et donc à diminuer les possibilités d'exercer des compétences comme la synchronie ou la confiance épistémique. Moins on maîtrise ces compétences, plus on est isolé. Comment tenter de s'en sortir et de briser ce cercle vicieux? Alors, ça va dépendre de quel point de vue on se place, hein, parce qu'on se place du point de vue de la personne qui remarque qu'elle a de la peine à faire confiance, parce on se place du point de vue des intervenants qui essayent de réengager un processus avec une personne qui effectivement s'isole. Okay? Si on prend le côté des intervenants, on avait dans notre imaginaire aussi de soi-disant pays développés l'idée que ça prend les meilleurs experts. Et avec les meilleurs experts, on va y arriver. Alors, c'est pas pour réduire l'importance de l'expertise,
mais on est de plus en plus dans une réflexion de, justement, on va avoir des experts, mais on va aussi voir cette personne qui est isolée, est-ce qu'il y a une personne à qui elle fait confiance? C'est peut-être là où on doit commencer et entourer la personne qui est le bénéficiaire de la confiance, avec de l'expertise. Okay? Mais comme vecteur de communication. Parce que sinon, on confronte les patients, la famille aussi, à une tour de Babel d'intervenants d'experts et on donne la charge à la famille, à l'individu, de faire le tri et d'articuler toutes ces informations. Okay? Donc, il y a toutes sortes d'études sur comment est-ce qu'on va effectivement dans des situations d'isolement, comment est-ce qu'on va faire pour rétablir un processus. Un collègue à Barcelone, chez des jeunes avec des troubles schizophréniques, déscolarisés, c'est pas des gens qui vont venir ni à l'hôpital, ni en consultation. Donc, lui, son programme, c'est d'aller au domicile ou d'aller sur les lieux de socialisation du jeune et de voir comment est-ce que la problématique de la confiance est distribuée et d'entourer les gens qui sont en relation avec le jeune. Okay? Donc, des populations, on va dire des jeunes qui sont ce qu'on appelle hard to reach, mais qui, on va dire plutôt dans une souffrance chronique et majeure. Okay? Avec un isolement très important. Et donc, il y a l'idée de voir comment est-ce que ce vecteur de confiance-là, on peut aussi l'insérer dans notre stratégie de soins. Okay? Maintenant, si moi, je suis quelqu'un qui n'a plus confiance en personne, okay? Là, on va dire, je peux pas être convaincant juste comme ça, mais l'idée est la même, c'est-à-dire, on peut aller jusqu'à quelles sont mes raisons de vivre en fait. Plutôt que de regarder le négatif, qu'est-ce qui me reste de positif? Plus rien. Oui, mais je suis encore là. OK? Quelles sont mes raisons de vivre? En fait, on a récemment fait une étude des individus hospitalisés pour une crise suicidaire. OK? On ne peut que remarquer qu'il y a des raisons de vivre significatives chez chacune de ces personnes. OK? Et lorsqu'on leur pose des questions, super étonné, parce que non, je suis à l'hôpital, on est là pour parler de mes problèmes. On est là pour... Non, mais au fond, comment est-ce que vous voyez le monde? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre et de continuer? C'est quoi les raisons principales? Okay, donc, on va essayer encore une fois d'encourager pas seulement une analyse des problèmes, mais en fait, un regard sur les ressources individuelles. À qui faites-vous y a-t-il une personne qui, lorsqu'elle est dans certaines dispositions, vous lui faites confiance? Oui, ça marche comment? Pourquoi? Qui vous avez appelé quand vous aviez peur d'en finir? Vous avez appelé qui? OK? Donc, je dirais, il faut, avec nos outils de connaissance autour de la psychopathologie, il ne faut pas seulement s'intéresser au problème, il faut aussi s'intéresser aux vecteurs de confiance et d'essayer de trouver une manière de les cultiver de proche en proche, à dose acceptable. Réinjecter la confiance dans le système à dose, peut-être au début homéopathique, mais de manière suffisamment régulière pour rétablir un processus de communication. Parce que, d'une certaine manière, ce qu'on présente ici, c'est que la psychopathologie est en fait une rupture de la possibilité d'apprendre de son environnement. Je sais déjà ce que mes parents vont me dire. Je sais déjà ce que mon partenaire va me dire. Je sais déjà ce que vous allez me dire, vous psy. J'ai rien à apprendre, tout est de la M. Okay? Il y a quelque chose, on peut appeler ça un biais cognitif sur les stimuli négatifs. Oui, okay? Scientifiquement, on peut parler de ça, mais en fait,
c'est un état de, il n'y a plus rien à apprendre. Ça m'intéresse plus parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus rien de pertinent. Je suis brûlé. Je suis fatigué. Je suis brûlé. J'ai plus rien. Ok. Donc, pour nous, c'est l'état psychopathologique, c'est cette rupture de communication avec les ressources. Ok. On essaie de travailler pour réactiver. Et comme un feu qui s'est presque éteint, on essaie de trouver la micro braise qui reste et ne pas être trop violent pour souffler dessus et l'éteindre, mais souffler dessus pour qu'on puisse repartir en processus. C'est une image, mais je crois qu'elle parle au sujet de la confiance épistémique. J'ai une toute dernière question dans le chat, on va se faire très bref alors pour celle-là, mais comme ça on aura pu poser toutes les questions. C'est une personne qui demande, à votre avis, si on pense à un enfant qui a été abandonné à la naissance puis adopté à l'âge de 4 ans, est-ce que le délai dans la relation d'attachement peut être soigné ou compensé? Ça va dépendre de toute une série de facteurs extrêmement complexes, je ne pourrais pas tous les résumer ici. Parmi les plus importants, c'est qui y avait entre 0 et 4 ans? Est-ce qu'il y avait des tuteurs de résilience? Y a-t-il eu des modèles de reflets dans les yeux des personnes qui l'ont accompagné pendant ces 4 ans, de gens qui pouvaient en fait être en relation avec ses besoins, avec qui cette personne était petit, okay, qui ont pu déposer une expérience justement où ça valait la peine de faire confiance. Okay? Mais plus quelqu'un a été, on va dire, traité comme une chose qu'il fallait déplacer, plus cette personne-là va aussi se traiter comme une chose. Okay? Malheureusement, il y a un apprentissage de qu'est-ce que je suis pour les autres et je me traite comme ça aussi. Okay? Et c'est ça qu'on va vouloir aller en partie désapprendre et en partie fournir des apprentissages de non, tu es une personne qui en vaut la peine. Okay? Je sais que tu ne vois pas mes yeux là, mais ce que moi je vois, c'est une personne qui vaut la peine. J'espère arriver à pouvoir communiquer avec toi. Mais c'est difficile. Parce que, ouais, tu ne fais pas confiance à personne. Je peux comprendre. Merci. Donc, on arrive à notre terme. Merci à vous. Merci, professeur Debanné. Merci, Maë, pour cette orchestration à distance, parce qu'il faut le faire. C'est pas tout simple de conjuguer. Les synchronies sont différentes. Oui, vous avez une bonne complicité. Les choses ont circulé. Il n'y a pas eu besoin de à toi, lui, etc. Merci à vous tous dans la salle. J'espère que cette soirée partagée vous a convenu. À vous aussi à distance. Est-ce que vous mettez peut-être, pendant que je termine, les références pour les gens qui aimeraient revenir et poursuivre, par exemple? Les diapositives. Oui, alors je peux transmettre les diapositives. Et bonne fin de soirée.